Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui je reçois Étienne Alexandre de Beauregard. Certains peuvent se poser la question pourquoi je reçois Étienne Alexandre Beauregard, parce que ça sort un peu de ce que je fais normalement sur la chaîne. Et lui-même s'est un peu posé la question d'ailleurs. Eh bien, il faut dire que oui, on parle de finance, on parle de bourse, on parle d'économie, mais derrière l'économie, il y a aussi la politique. Et les politiciens sont influencés par certaines doctrines politiques et ensuite prennent des décisions qui affectent l'économie. Donc, j'ai lu son plus récent bouquin. En fait, c'est son troisième livre. Là, je sais pas si ça va zoomer. Donc, Anti-civilisation, pourquoi nos sociétés s'effondrent de l'intérieur. Comme je le mentionnais, troisième livre. J'avais aussi lu le Retour des Bleus que j'ai adoré. Puis son premier livre, je pense que c'était Le schisme identitaire, c'est ça? Donc, C'était juste. très jeune intellectuel québécois, 24 ans si je me trompe pas, donc qui maintenant essaie de percer en France, hein, parce qu'il faut le dire, ce livre-là était destiné au public français si je me trompe pas, là. Ouais, il est Donc, paru là-bas en voilà. premier. Ouais. Donc, oui, allez-y. J'ai dit, il est paru là-bas en premier, effectivement. C'est Il est ça. paru à la mi-septembre en France, puis il est arrivé ici à la fin octobre. Puis on vous a vu un peu partout, là. Donc, je pense pas, là, ceux qui écoutent cette vidéo, je pense pas que c'est la première fois qu'ils vous voient. Si c'est le cas, ben, regardez, ils vont faire connaissance avec vous. Mais on vous a vu sur les plateaux en France, on vous a vu même sur les plateaux au Québec. J'ai pas écouté les entrevues, mis à part celle à Radio-Canada où vous êtes fait un peu chauffer les fesses, là, parce que je voulais pas que ça influence mon travail. Donc, j'espère que je vous poserai pas les mêmes questions que vous ont déjà été posées, quoique ça se peut que ça arrive. Donc, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Donc, je pars ça tout de suite. Écoutez, euh, on parle, donc le livre s'appelle Anti-civilisation. On parle de civilisation. Donc, pour mettre la table là, à nos auditeurs, c'est quoi une civilisation finalement? Je pense que c'est l'élément le plus important pour Ben oui, partir la c'est comme un discussion. peu la théorie de base sur laquelle le livre se fonde, n'est-ce pas? C'est de dire, moi, je reprends la théorie d'un sociologue qui s'appelle Norbert Elias, qui dit que, grosso modo, la civilisation, c'est quand les êtres humains apprennent à mettre de côté leurs pulsions mauvaises, leurs pulsions antisociales, pour se ranger derrière une loi, une norme universelle qui est capable, en fait, de permettre aux gens de vivre ensemble. C'est-à-dire, la raison pour laquelle on va pas faire certaines choses parce qu'on sait que ce serait mauvais pour les autres ou pour nous-mêmes, parce qu'on adhère à une loi un peu qui nous dépasse, puis à laquelle on comprend qu'on a tous intérêt, en fait, à adhérer. Tu sais. Et puis, l'inverse, en fait, c'est ce que j'appelle l'anti-civilisation, c'est quand, à travers une vision un peu des accès, si on peut dire, de la liberté, on en vient à défendre le fait de remettre ces pulsions-là, ces comportements antisociaux à l'avant-plan, de telle sorte que ça amoindrit en fait un peu ce socle-là de civilité qui permet le lien social, en fait. C'est ça, parce que vous dites dans votre livre, donc après la Deuxième Guerre mondiale, on a accusé un peu ce que vous appelez l'homme ordinaire, là, d'un peu d'avoir causé les atrocités de la guerre. Puis on a aussi, en fait, on a aussi accusé le bien commun, hein, d'avoir causé un peu les torts qui ont été faits durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc on s'est plongé après ça dans une espèce de libéralisme extrême, là, individualité extrême, et c'est ce qui en fait, vous accusez beaucoup le libéralisme là, dans votre livre, là, comme quoi c'est comme à la base de ce phénomène d'anti-civilisation. Est-ce que je me trompe quand je dis ça? Je pense pas, là. Ben, il y a une petite nuance que je ferais là-dedans, c'est de dire que le constat que je fais, c'est que dans l'après-guerre, il y a certains principes pré-libéraux qui, pour moi, sont importants pour la démocratie libérale, que ce soit la culture, la tradition, une certaine vision de la morale, qui cohabitaient jusque-là avec le libéralisme. Des gens comme John Locke, par exemple, ou même d'autres libéraux standards, voyaient pas de problème à ce qu'il y ait cette cohabitation-là entre le principe de liberté qui tend naturellement un peu à dissoudre ces choses-là qui dépassent, qui viennent avant le soi-disant contrat social. euh, il y avait comme un peu une espèce d'équilibre entre les deux. Puis tu sais, je parle des révolutions démocratiques qui étaient faites quand même au nom de la majorité, pas au nom de l'individu. Si on a voulu notamment s'affranchir de la tutelle du roi parce qu'on pensait que la démocratie était légitime, c'est parce qu'on pensait aussi que le peuple était capable de s'autodéterminer en tant qu'entité collective. Et puis j'ai l'impression que justement, on voit un changement dans la philosophie politique d'après-guerre où cet équilibre-là saute d'une certaine manière. On le voit notamment chez quelqu'un comme Karl Popper, quand il parle de la société ouverte, entre guillemets, il dit en quelque sorte que le nouveau projet de la démocratie libérale, ça ne devrait plus être justement la protection du peuple contre le souverain, le monarque, mais plutôt la protection de l'individu contre le peuple. Grosso modo, je résume à peine. Et cette idée donc que la démocratie, ce n'est plus
l'autogouvernement du peuple par lui-même, mais plutôt la possibilité pour chacun de vivre comme il l'entend. Fait que d'ériger en fait à chacun une petite boîte dans laquelle il peut vivre, une sphère d'autonomie, mais qui n'est pas forcément corrélée aux principes démocratiques. Fait que rendu là, il y a vraiment un changement qui se fait, qui est bien sûr libéral. Fait que oui, d'une certaine manière, effectivement. Mais dans un certain sens, si on regarde, par exemple, à la fondation des États-Unis, tu sais, les Mhm. États-Unis ne se sont jamais dit une démocratie si vous regardez leur constitution parce que il y avait peur un peu justement de cette dictature de la majorité. Puis c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de contre-pouvoirs euh, aux États-Unis. Puis il y a un peu comment dire, ce combat-là entre les libertés individuelles puis ce que vous appelez comme les libertés collectives. Hein? Donc, par exemple, j'y vais avec une citation dans votre livre. Elle, en parlant de la liberté, a rompu avec l'idéal démocratique et défend la souveraineté de l'individu contre celle du peuple. Donc, on est un peu, c'est comme si on mettait la liberté individuelle contre la liberté collective, mais à la base, la liberté la plus importante, c'est pas justement les libertés individuelles, parce que si je prends un exemple extrême, OK, on va prendre par exemple Cuba, OK? sais, Mhm. eux vont se dire, ben nous, on est libre, on s'est défait du colonialisme américain, de l'impérialisme américain, le peuple cubain est libre. Puis si vous regardez les individus qui vivent là-bas, on peut pas dire quand même que ce sont des individus qui jouissent d'une liberté immense. Donc, comment on fait pour réconcilier les deux, liberté individuelle et liberté collective? Ils ne sont pas toujours en train de se combattre l'un et l'autre. Ben, d'abord, c'est une objection qui est très juste. D'ailleurs, quelqu'un comme Popper, s'il formule ça, puis si on en vient à cette conception-là de la liberté, c'est en réaction au traumatisme totalitaire. Fait qu'une société communiste comme Cuba, effectivement, c'est pas quelque chose de souhaitable. Puis je comprends que ça suscite cette objection-là. Néanmoins, revenons aux États-Unis parce que vous en avez parlé, puis je trouve que c'est intéressant. Parce que je le cite quelque part dans le livre, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette citation-là, je pense que c'est John Adams, mais en tout cas, c'est un des pères fondateurs des États-Unis, qui dit si sans peuple vertueux, la démocratie et la liberté est impossible. Et c'est de dire donc, comme je disais un peu avant, que sans une couche pré-libérale, entre guillemets, de morale, de tradition, de culture, la liberté peut pas, elle n'est pas autosuffisante et n'est pas une fin en elle-même. Et sur la question de la tyrannie de la majorité, ça c'est vraiment intéressant parce que c'est quelque chose que j'essaie de mettre de l'avant aussi, de dire que souvent, quand on a cette vision-là de la liberté individuelle, on se demande rarement pour faire quoi ou qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il peut y avoir une forme de tyrannie même si tout le monde est nominalement libre? Est-ce que l'État, c'est la seule chose qui peut brimer la liberté? Parce que, en tout cas, moi, j'ai l'impression que la tyrannie de la majorité aujourd'hui, au sens où du moins Tocqueville en parlait, c'était aussi de dire si tout le monde est soi-disant libre, au sens où il n'y a pas d'autorité, justement, qui plane au-dessus des gens pour déterminer une loi X ou Y qui réglerait les relations entre les individus, est-ce qu'il n'y a pas une chance, justement, que ça soit une forme de loi du plus fort ou que si, à l'inverse, il y a un comportement antisocial, un comportement vicieux qui se répand dans le corps social, qu'on ait un incitatif à le copier. C'est un peu la théorie des jeux. Vous êtes peut-être familier avec ça, mais c'est de dire, par exemple, un exemple super simple. Si demain matin, 80 des gens arrêtent de payer des impôts, OK? Moi, si je fais partie du 20 je me fais définitivement avoir parce que je paye pour tout le monde d'autre. Et ainsi, ça, c'est une forme de tyrannie de la majorité. Il n'y a personne qui oblige personne à faire quoi que ce soit. Mais quand tout le monde décide d'adopter un comportement vicieux et qu'il n'y a pas, par exemple, une loi au-dessus d'eux pour définir un peu ce minimum de comportements pro-sociaux qu'il faut adopter en société, ben, on se trouve dans une situation de fait de tyrannie de la majorité. Puis on pourrait dire toutes sortes de choses sur des mœurs aujourd'hui euh, que parce que certains font quelque chose, ceux qui ne souhaiteraient pas le faire sont un peu désavantagés. Puis l'exemple des impôts, c'en est un, mais on peut reproduire cet exemple-là à l'infini. Fait que c'est pour ça que moi, je trouve que la tyrannie de la majorité, seulement la cadrer dans le concept d'une loi qui est actée de manière démocratique, on a juste une compréhension partielle de ce que c'est vraiment. Ben, c'est parce qu'il y a aussi un autre truc dont vous parlez, c'est-à-dire le bien commun. Donc, Mhm. tu sais, vous en parlez tout au long de votre livre. À vos derniers chapitres, vous arrivez avec une définition. À mon sens, c'est quand même une définition qui est un peu floue. Et puis là, l'objectif, puis là, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est essentiellement d'habiliter le gouvernement pour qu'il fasse le bien commun, ce qui est essentiellement demandé par la majorité. Euh, Par contre, moi, je trouve que je veux dire, ce concept-là de bien commun, c'est un peu dangereux parce qu'on n'est pas obligé de retourner assez loin. On a vécu un épisode il n'y a pas si longtemps que ça, l'épisode de la pandémie, hein, où le gouvernement a agi en fonction du bien commun pour imposer
des trucs qui allaient à l'encontre, par exemple, des libertés individuelles. Tu sais, on a forcé les gens, par exemple, à se faire vacciner contre leur liberté de conscience. Il y a des individus qui ont été arrêtés parce qu'ils organisaient des fêtes de Noël chez eux. Tu sais, je veux dire, on peut faire la liste là, de ce qui s'est passé pendant cette période-là. Donc, comment, justement, cette question-là de bien commun, comment on fait pour le délimiter? Parce que ça me semble être un peu une espèce de carte joker que les gouvernements pourraient utiliser pour faire à peu près, pour faire passer un peu n'importe quoi qui va à l'encontre de nos libertés individuelles ou qui nous sont assez chères, non? On peut pas définir une institution par ses abus. Tu sais, je pense qu'effectivement, dans certains, par exemple, en contexte de crise, le gouvernement a tout à fait la légitimité de parfois outrepasser certaines choses qu'on conçoit comme des libertés individuelles, mais il y a toujours, c'est toujours un curseur, hein. Puis la question aujourd'hui, puis c'est un peu ça, je pense que une des raisons pour lesquelles le livre a de l'intérêt, c'est parce que c'est une des questions dont on débat constamment, de dire où est-ce qu'on met le curseur entre justement ce socle de commun qu'on doit fixer et la possibilité d'en diverger, tu sais, en quelque sorte, entre l'unité et le pluralisme, où est-ce qu'on met le curseur. Mais moi, je pense que le bien commun, il y a quelque chose de substantiel là-dedans. Puis ça ne veut pas dire que tout le monde qui s'en revendique a raison. Tu sais, je veux dire, après, il faut aussi le définir puis expliquer pourquoi quelque chose est désirable. Puis une des choses que ça amène dans notre réflexion politique, puis je pense que ça, c'est très sain, c'est quand on défend quelque chose, d'expliquer pourquoi c'est bien. Parce que ça se peut que quelqu'un essaye de me convaincre de quelque chose qui est bien pour l'ensemble, puis que je le refuse, puis que je dise, ben non, je pense pas que c'est bien pour l'ensemble. Mais moi, j'ai beaucoup plus de considération, peut-être que c'est mon travers de personne qui a été formée en philosophie politique, pour celui qui me dit, voici ce que je veux faire, voici pourquoi c'est légitime et compatible avec le bien de l'ensemble, plutôt que ceci est ma liberté, ceci est mon trait carré dans lequel vous ne pouvez pas transgresser et peu importe que ce soit bien ou mal, laissez-moi faire. T'sais. Dans la mesure où il y a vraiment une différence d'argumentation. Puis moi, je pense que si on veut bannir le bien de la discussion politique, premièrement, ça finira pas bien et ça va jamais arriver parce que il y a toujours, puis ça, c'est peut-être le désaccord qu'on va avoir sur la question du libéralisme. Le libéralisme, de fait, engendre certains effets. Tu sais, je donne 3 exemples avec lesquels vous partagez peut-être pas parce que vous êtes peut-être un libéral un peu plus de droite, etc. Mais tu sais, sur la question de l'abolition de la police, sur la question de la légalisation des drogues ou sur la question de l'affaiblissement de la famille, c'est 3 cas où, effectivement, la liberté individuelle euh, engendre certaines choses et puis c'est pas toujours souhaitable. Je pense que souvent, on a tendance à regarder quels sont les excès possibles de l'autorité étatique. Fort bien, fort bien. Je ne dis pas qu'on doit signer un chèque en blanc à l'autorité étatique, mais j'aimerais ça qu'on se pose aussi la question inverse, c'est quoi les excès de l'individualisme? Puis ça, je l'entends pas mal moins dans le débat public ou en tout cas articulé intelligemment de manière politique. Fait que c'est toujours un curseur articulé, mais quand même une question qui se pose. C'est juste que je sais pas si, tu sais, vous parlez de mœurs, de tradition, etc. Je sais pas si c'est vraiment le rôle du gouvernement finalement de légiférer en la matière. Parce que, tu sais, si on fait un petit retour Mais je suis pas. historique, oui, allez-y, excusez. Je veux pas dire Non, des non, choses ça que vous va. dites pas, donc Mais corrigez-moi c'est là ça, la si. question, est-ce que le gouvernement doit légiférer? Non. La question, est-ce que. Je pense qu'on peut avoir une réflexion sur le bien qui est indépendante de savoir si le gouvernement doit légiférer ou non. Tu sais. Puis Hmm. on peut quand même concevoir. Puis c'est là qu'il y a une différence entre le droit dur, entre guillemets, l'État, et le droit mou, c'est-à-dire les normes, puis ce qu'on s'autorise pas à faire, même si c'est pas légal. Même si c'est légal. Puis malheureusement, le droit mou s'affaiblit de telle sorte qu'on recourt seulement au droit dur. Et puis ça, c'est quelque chose, si on est épris de liberté au sens véritable, qu'on devrait vraiment être inquiet. Parce que si on n'est plus capable de se réguler soi-même, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui va remplir le vide. Parce que s'il y a bien une chose que les gens n'aiment pas, c'est le chaos puis le danger. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi réhabiliter une forme de morale en politique. Puis ça, c'est un gros mot de dire ça. Mais l'affaire, c'est que si on n'a plus d'autocontrainte. C'est de ça qu'Elias parle. Hein. Toute la théorie de la civilisation, c'est une théorie de l'autocontrainte. Qu'est-ce que moi, je m'empêche de faire parce que je sais que c'est mauvais pour l'ordre social, sans que le gouvernement aime me le dire. Puis malheureusement, s'il y a bien une chose qui a décliné depuis les années 60, c'est ça. Hein? Qu'est-ce que on s'empêche de faire aujourd'hui parce qu'on sait que c'est pas correct, même si le gouvernement nous le permet. C'est comme, parlons de drogue encore. Quand le gouvernement du Québec a légalisé le pot, OK? Du Le Canada, ministre oui. Carman a dit c'est légal, mais c'est pas banal. Tu sais, écoute, moi, j'étais en désaccord avec cette légalisation-là. Je le suis encore aujourd'hui parce que je sais très bien qu'en 2025, ce qui est légal est vu comme banal. Ça me désole énormément, mais il y a vraiment un problème là. Tu sais. Puis si on est capable de mieux s'autoréguler, ben effectivement que ça permet au droit d'être plus mou,
Mais si Ouais, il ouais, je faut comprends. absolument recourir au droit dur, ben, tu sais, c'est la même chose pour le crime en général. Tu sais, on aimerait mieux ça, pas avoir de police à tous les deux coins de rue. Mais si les gens, justement, si le nombre de crimes explose, ben, il vient un point où les citoyens vont demander un surcroît de sécurité. Fait qu'il y a comme cette espèce de catégorie intermédiaire-là à laquelle c'est comme si on pensait plus aujourd'hui parce qu'on imagine juste l'individu de l'État. Mais il y a toutes sortes de choses entre les deux, tu sais. Mais tu sais, si on fait un peu un retour historique, tu sais, au Québec, historiquement, les mœurs, les traditions, mais disons les mœurs, la morale dont vous parlez, tu sais, c'est le catholicisme là, qui s'occupait de ça. Tu sais, au tournant des années 60, on l'a abandonné, puis ça a été un peu, je veux dire, l'Église a été un peu jetée dehors aussi par les réformes qui ont été amenées par l'État québécois. Mhm. Donc aujourd'hui, ce sera à travers quel vecteur qu'on pourrait justement ramener là, ces normes qui auparavant nous étaient enseignées à travers la religion. Ben, c'est sûr que moi, je crois à une société civile qui est épanouie. Puis je crois surtout que les individus sont plus qu'un consommateur qui a un rapport direct avec l'État. Tu sais. Je veux dire, moi, je travaille à l'Institut Cardus, qui est un think tank. On réfléchit justement sur qu'est-ce qui rend une société civile qui est épanouie. Puis notre réponse à ça, c'est de dire que l'individu, il est le produit de toutes sortes d'institutions dont il fait partie, envers lesquelles il a des responsabilités, qui ont des responsabilités sur lui. Je donne un exemple, la famille. La famille, c'est une institution productrice de normes, les écoles, euh, le travail. Quand vous travaillez quelque part, il y a une interaction au niveau des normes. Vous êtes dans un syndicat, par exemple. Vous êtes impliqué dans une communauté religieuse, bien sûr. Mais tout ça, c'est des institutions intermédiaires dans lesquelles on joue un rôle, envers lesquelles on a des responsabilités, qui ont des responsabilités envers nous. Puis je termine le livre justement en disant que la famille, pour moi, c'est la première école de la vertu, au sens où c'est là où on apprend justement que l'individualisme maximaliste qu'on lit dans certaines philosophies politiques est pas vrai. Parce que dans la famille, on a des responsabilités envers les autres ont des responsabilités envers nous, et c'est pas une institution qui est contractualiste. On n'a pas signé un contrat avec ses parents pour devenir leurs enfants. C'est une institution qui est organique, qui dépasse justement ces ordres-là qui sont plus formels comme la loi ou le marché. Et puis, certainement que là, il y a quelque chose dont on peut s'inspirer pour réapprendre à vivre en société d'une certaine manière. Mais l'abandon de la religion au Québec, ça explique pas un peu l'état de la famille? Parce que, tu sais, on s'entend que la famille d'aujourd'hui, c'est plus la famille qu'il y avait dans le temps, là. Donc, qu'est-ce qui explique finalement le fait que la famille aujourd'hui est complètement éclatée, là, le taux de divorce est Mm. hyper élevé. En fait, on a de la misère à faire des enfants aussi, là, faut l'admettre, là. Tu sais, la Mhm. natalité est plus là. Donc, qu'est-ce qui explique finalement le fait que cette institution-là, qui, comme vous le dites, est hyper importante, puis je vous rejoins là-dessus à 100%, qu'est-ce qui fait qu'elle est dans l'état où elle est aujourd'hui? Ben, je pense qu'il y a plusieurs facteurs à ça. Euh, mais moi, je pense qu'une des choses, en tout cas, que je pointe du doigt, c'est une vision de l'autonomie qui est corrosive pour le lien social. Tu sais. Je pense que, puis surtout à mon âge, bon, je ne sais pas exactement quelle différence d'âge qu'on a, mais il y a quelque chose comme une peur de l'engagement aujourd'hui. Tu sais. Puis c'est vraiment, c'est social, là, c'est pas politique. Puis évidemment, le gouvernement ne peut pas régler ça. Mais c'est quand même un facteur qui est important parce que tout ça a des influences sur notre manière de vivre en société. Puis, par exemple, on a cette idée justement que de dépendre de quelqu'un d'autre, c'est comme si on perdait quelque chose de nous-mêmes. Cette idée justement que si on fait confiance à quelqu'un, par exemple si on se marie avec, il faut vraiment faire attention. Et est-ce qu'on serait pas mieux de signer un prenup, comme on dit dans le langage d'une entente prénuptiale, d'un coup qu'on divorce pour pas que notre bien soit séparé, etc. Puis à l'inverse, c'est ça, quand on dépend de quelqu'un d'autre, ben, d'abord, c'est normal parce qu'on est tous des êtres qui sont interdépendants. Mais malheureusement, on a cette vision-là aujourd'hui qui conduit justement, je pense, à un certain affaiblissement du lien social. Puis moi, c'est une des choses qui me fait le plus de peine quand je regarde les statistiques sur ma génération, la génération Z, de voir qu'on a moins d'amis que les générations d'avant, qu'on les voit moins souvent, qu'on a moins de relations amoureuses aussi. Et puis, tout ça, qu'on constate que objectivement, le lien social est appauvri. C'est sûr, c'est facile de blâmer les téléphones, blâmer l'Internet. Sans doute que ça joue une partie. Mais il y a quelque chose de plus fondamental là-dedans. Il y a une vision des rapports entre les êtres humains qui est d'une certaine manière désaxée et qui nous conduit justement à nous méfier de la relation, à méfier des institutions qui ont un pouvoir sur nous comme on a un pouvoir sur eux. Et puis, alors que, en fait, c'est la vie en société. Tu sais, puis il y a une certaine part de cette autonomie-là qui est factice, qui n'existe pas et qui nous rend terriblement malheureux. Fait que moi, je me demande tout le temps, c'est quoi la finalité de cette autonomie-là? Parce que ça peut pas être une finalité en soi. Tu sais. Je vous amène sur
sur le sujet de la gauche. Vous en discutez dans votre livre, puis je pense qu'il y a en fait, des événements récents, notamment le départ de Vincent, vous avez sûrement vu ça, le départ de Vincent Marissal de Québec solidaire, qui quitte Québec solidaire parce qu'il se dit qu'il se reconnaît plus dans ce parti-là, essentiellement. Puis j'ai vraiment aimé cette partie-là dans votre livre parce que vous expliquez un peu la façon dont a évolué la gauche. C'est-à-dire que auparavant, c'était bon le marxisme économique. Puis, bon, avec les années 60, il y a eu la social-démocratie. Il y a eu comme une ascension des masses, donc ils ont amélioré leurs conditions de vie. Puis là, ben, on peut retrouver ben, qu'est-ce qu'on fait. Hein? Fait qu'ils ils sont passés un peu de la sphère économique à la sphère culturelle. Là, ils essaient finalement de conserver cette espèce de ferveur révolutionnaire en coalisant tous les marginalisés de la société. Donc, finalement, comment est-ce qu'on fait pour, en fait, où on s'en va avec la gauche? La gauche, elle s'en va où? Parce que, tu sais, on se pose des questions. Comment est-ce que, par exemple, la cause palestinienne puis la cause LGBTQ peut être ensemble? Donc, finalement, le portrait de la gauche aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Puis où s'en va la gauche? Est-ce que la gauche est un peu perdue? Ben, c'est une excellente question, d'autant plus que moi, j'y vois en quelque sorte l'application identitaire de la vision fausse de l'autonomie que je viens de vous décrire. C'est-à-dire, la question à 1000 pièces au sens quand on parle de la question identitaire aujourd'hui, c'est est-ce que je me définis à travers ce qui fait la citoyenneté commune ou contre elle? Puis clairement que le progressisme contemporain a choisi la seconde option. Et donc, si on revient justement au moment super important des années 60-70, comme vous disiez, au début, la gauche avait sa conception marxiste qui était très simple, on s'entend. C'était des prolétaires contre les bourgeois, il fallait faire la révolution. Bon. Mais à partir du moment où on a l'État-providence, on a quelque chose d'inusité où on crée une classe moyenne qui représente à peu près 2 tiers des gens, puis parce qu'ils ont une qualité de vie qui est tout simplement inédite dans l'histoire du monde, probablement, ils sont satisfaits. Fait qu'ils veulent plus la révolution. Puis à ce moment-là, ben justement, la gauche est un peu embêtée. Puis elle a le choix de dire est-ce qu'on célèbre ce gain-là et on est très heureux que la classe ouvrière a passé vers la classe moyenne en bonne partie? Ou est-ce que on essaye de trouver une autre manière de lancer la révolution? Ils ont choisi la seconde option. Et le livre L'homme unidimensionnel d'Herbert Marcuse, c'est carrément ça. Il commence en disant OK, mais qu'est-ce qu'on va faire avec la pensée critique? Qu'est-ce qu'on va faire avec la révolution? Et donc, sa conclusion, c'est de dire il faut justement coaliser ceux qui sont en quelque sorte, qu'on décrit nous-mêmes comme les exclus de l'ordre social, qui sont la contradiction vivante de la société établie, dit-il. Et il dit ça peut plus être les ouvriers parce qu'ils sont trop confortables. Donc, il faut aller vers des catégories identitaires et essentiellement les monter contre la norme pour en venir à une révolution. Et c'est de là qu'on a une stratégie qui est très hétéroclite, dans le fond, de faire une espèce d'unité négative. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de projet positif, sinon la contestation de la norme culturelle, sociétale, etc. Et je pense que oui, on atteint aujourd'hui un peu la limite de cette logique-là, vous l'avez dit, parce que quand on fait juste additionner d'une certaine manière des petits blocs sans vision du bien commun, sans projet collectif qui unit ça, ben de fait, il finit par y avoir des groupes qui s'entrechoquent. Et puis aujourd'hui, je pense que on est arrivé au point de l'exclusion du cercle des exclus, c'est-à-dire que des gens qui étaient conçus comme faisant partie de cette coalition-là aujourd'hui s'en font mettre dehors parce qu'on trouve d'autres groupes que l'on juge plus exclus et qui entrent en conflit. Je vous donne 3 exemples tout simples. D'abord, la question du transgenrisme a fait en sorte que beaucoup de femmes qui s'identifiaient à gauche, J.K. Rowling, qui était vraiment pas une femme de droite, parce que elle considère que maintenant les femmes biologiques sont pas prises en compte, leur sécurité passe en deuxième après les droits des personnes transgenres, est sortie en fait de la coalition de la gauche pour dire OK, finalement peut-être que je m'identifie davantage à la norme que je le pensais. T'sais. On peut dire la même chose après le 7 octobre 2023. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans les communautés juives qui historiquement s'identifiaient à la gauche parce que craignaient une forme de nationalisme, parce que c'est comme ça qu'ils avaient interprété la Seconde Guerre en disant on est d'abord une minorité. Puis là, quand ils voient tout d'un coup que l'antisémitisme vient d'abord et avant tout de la gauche en 2025, au nom d'une autre minorité, les Palestiniens, euh, ça remet certainement des choses en question. Je pense qu'il y en a beaucoup aujourd'hui, puis on le voit, qui disent, OK, finalement, peut-être qu'on appartient au centre, justement, à la tradition judéo-chrétienne, parce qu'aujourd'hui, c'est souvent en tant qu'occidentaux aussi, en tant qu'expression occidentale au Proche-Orient qu'Israël est critiqué. À ce moment-là, ça crée toutes sortes de tensions. Et puis même, d'ailleurs, à l'intérieur des communautés immigrantes, quand on regarde aux États-Unis en 2024, il y a un nombre plus important que jamais de Latino-Américains qui ont appuyé
le Parti républicain. Ça, c'est un peu contre-intuitif parce qu'il y a cette espèce de présupposé en politique qu'à partir du moment que quelqu'un a un arrière-plan migratoire, il peut jamais vraiment s'identifier à la nation. Mais au contraire, on voit qu'il y en a de plus en plus, et c'est tant mieux, qui rejoignent la classe moyenne, qui s'identifient à, à la nation au sens culturel, puis au sens économique aussi, que quand ils rejoignent la classe large qui représente la majorité des gens, mais comprennent aussi ils ont un intérêt là-dedans et que de fait, ils ont intérêt à s'identifier à l'intérêt de la nation. Donc, c'est sûr que quand la logique politique, c'est d'aller au dénominateur le plus petit, ben, c'est sûr qu'on finit en fait par une espèce de spirale comme ça qui est jamais capable de fédérer parce qu'elle est toujours poussée à retourner toujours plus loin dans les marges. C'est sûr qu'aujourd'hui, moi je termine justement ce chapitre-là en partant du constat d'un penseur de gauche français qui s'appelle Laurent Bouvet, qui disait déjà en 2012, il dit si ma conception de la gauche, c'était de défendre le peuple au sens des ouvriers, au sens de la majorité, etc., que la gauche institutionnelle, politique, a complètement abandonné ce projet-là. Mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'en tiens aux couleurs partisanes, mais qui ont quitté le projet qui était le mien? Ou est-ce que je garde le projet, mais de fait, je glisse un peu vers la droite parce qu'aujourd'hui, ben, souvent, les classes populaires votent Tout le pour monde les est partis poussé à droite, conservateurs. c'est ça. Puis c'est un peu ce que disait Vincent Marissal. Il dit, je me reconnais plus dans ce parti-là. Moi, je veux défendre la classe moyenne, puis là, on n'est plus là pantoute. Là. En Hmm. fait, j'ai écouté son truc, puis c'est exactement ce qu'il disait. Euh, Ça a été quoi le rôle des universités dans cette transformation de la gauche? Tu sais, passer du marxisme, on va dire économique, au marxisme culturel. Pourquoi ça... Ils ont eu un rôle important, mais pourquoi ça s'est passé dans l'université, finalement? Ben, c'est sûr, il y a l'impact des théories universitaires, ça c'est une chose. Mais je pense que quand on regarde aujourd'hui, puis c'est d'autant plus intéressant parce qu'on en parle un peu moins, la démographie des partis de gauche en 2025, c'est plus des partis prolétaires. C'est devenu d'abord et avant tout les partis de ce que James Burnham appelle la classe managériale, mais de fait, les partis du tiers de personnes qui sont diplômés universitaires et qui sont d'habitude plus culturellement progressistes, si on peut dire comme ça, par rapport aux deux tiers de personnes qui font des métiers manuels, qui sont dans le domaine du soin, qui n'ont pas forcément de diplôme universitaire et qui sont typiquement plus culturellement conservateurs. Fait à partir du moment où la question économique occupe peut-être plus le centre comme elle a pu l'occuper à l'époque de la révolution industrielle, et à partir du moment aussi où on a une éducation de masse qui fait en sorte qu'on a maintenant un tiers des personnes qui ont un diplôme universitaire, la joute politique change de manière assez substantielle. Et c'est ça le produit aujourd'hui. Quand on regarde le cœur de la gauche en 2025, à peu près dans tous les pays occidentaux, c'est d'abord les diplômés universitaires qui votent pour ça. Et ben, je parlais de Québec solidaire. Quand Québec solidaire a eu sa percée en région, entre guillemets, c'était tous des comtés où il y avait des campus, que ce soit des cégeps ou des universités. Fait qu'il y a quelque chose de là, puis c'est que c'est devenu un peu le véhicule politique d'une catégorie sociologique qui est surreprésentée en société. Parce que même si elle fait seulement un tiers des gens, ceux qui sont dans les médias, ceux qui sont dans l'administration publique, ceux qui sont bien évidemment dans les universités, sont des diplômés universitaires. Fait que c'est sûr que c'est une classe qui a des préférences qui sont les siennes, qui sont pas celles de tout le monde, qui sont souvent même pas celles de la majorité, mais qui, parce qu'elle est très, très, très représentée dans les institutions qui font la culture, est capable de les imposer ou du moins de faire en sorte qu'ils semblent beaucoup plus populaires qu'ils ne le sont. Mais vous donnez des statistiques dans votre livre qui sont quand même ahurissantes, là, des gens qui s'identifient à droite dans l'université. C'est rare comme de la marbre de pape, comme on dit en québécois. Là. Pourquoi il y a personne qui s'identifie plus à droite ou plus du côté du conservatisme dans ces institutions-là? Qu'est-ce qui fait que à chaque fois, disons, vous êtes un professeur, vous enseignez dans l'université, les 95% de chances que vous campez à gauche au niveau de l'échiquier politique? Ça, c'est difficile de dire pourquoi, mais après, on peut voir effectivement que c'est un fait. Tu sais, les exemples que je cite, c'est un sondage que le professeur Eric Kaufman avait fait, je pense, aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada. Puis dans tous les cas, c'était. Je pense qu'aux États-Unis, c'était peut-être un petit peu plus. C'était peut-être quelque chose comme 10-15%. Mais tu sais, Royaume-Uni, Canada, c'était genre 6 ou 7% des gens qui se disaient conservateurs, dans des professeurs d'université qui avaient été sondés. Et puis, c'est sûr que comment dire, à une époque où je pense que ça joue aussi sur le changement des clivages. C'est-à-dire qu'à une époque où c'était libéraliste contre socialiste, ben, typiquement, tu allais dans un département d'économie, tu avais la chance d'avoir plusieurs personnes qui se disaient de droite. Puis ça montre sur comment les coalitions ont changé. Tandis que
j'ai l'impression, le conservatisme culturel, entre guillemets, celui qui est davantage le mien, est sous-représenté à cause peut-être d'un effet de changement de clivage où certains de gauche avant avaient cette sensibilité-là, mais aussi parce que il vient un moment où le processus de sélection dans les universités est important. Tu sais. Parce que, je sais pas si vous êtes familier, mais au Québec, en tout cas, quand on choisit un nouveau professeur d'université, c'est les professeurs du département qui se réunissent et qui choisissent qui ils admettent. Fait que Ah, c'est sûr que à partir du moment où on est dans une direction, ben, c'est comme un peu le billet de confirmation, c'est-à-dire que c'est facile que ça continue dans ce sens-là. Puis c'est pas de dire que c'est des gens qui sont mal intentionnés, c'est juste que les êtres humains sont comme ça. Et je veux dire, on est des êtres qui aiment mieux être avec les gens qui pensent comme nous. C'est ça, vous faites toutes les études psychologiques vous montrent là, que on a plus d'affinité avec les gens qui pensent comme nous, etc. Fait que c'est sûr que quand on a un mode de sélection comme ça n'aide pas. hmm. Puis je pense que c'est seulement une des parties de la raison, de la réponse, mais c'en est une importante. Vous avez parlé de l'immigration, donc je veux revenir sur ce sujet-là. Vous dites dans votre livre, les partis conservateurs se font de plus en plus critiques de l'immigration et atteignent de plus hauts scores chez les minorités culturelles, par exemple l'exemple des États-Unis, qu'ils n'en ont obtenu lorsqu'ils jouaient la carte de l'apaisement vers la gauche. Donc, comment expliquer ce dénouement contre-intuitif? Donc, vous l'avez abordé aux États-Unis, par exemple, les Latinos qui ont voté pour Trump, alors que Trump, c'est la frontière, puis on veut plus qu'il y ait l'immigration illégale, etc. Mais c'est une réalité qu'on constate aux États-Unis, mais qu'en est-il pour le Québec? Parce que si vous regardez les élections au Québec, je veux dire, les immigrants sont campés au Parti libéral majoritairement. Là. Donc, est-ce que ça va arriver aussi au Québec? Est-ce que vous entrevoyez ça? Mm. Ben, dans le cas du Québec, il y a plusieurs choses. Parce que, bon, moi, je fais quand même partie de ceux qui pensent qu'une culture qui s'affirme est plus attirante qu'une culture qui s'excuse. Je pense que c'est vrai à peu près tout le temps. Puis, d'ailleurs, Kaufman, encore une fois, dans son livre White Shift, il cite quelque chose d'intéressant. Tu sais, il dit les prédicteurs d'intégration, c'est d'abord est-ce qu'une culture est attractive ou pas? Et est-ce qu'il y a certaines contraintes légales qui ne poussent pas? Tu sais, la loi 101, typiquement, ça en est un exemple. Puis c'est ça. Fait que si effectivement la culture n'arrête pas de s'excuser d'être elle-même, est en train de se déconstruire, etc., ben, on peut se demander pourquoi, par exemple, au Canada anglais, l'intégration, c'est pas ce qu'ils voudraient. Tu sais, dans la mesure où on a quand même un premier ministre qui a baissé le drapeau du pays pendant 6 mois pour s'excuser, qui n'a pas arrêté de dire que c'était un pays qui était raciste, colonialiste, etc. C'est sûr que tu arrives ici, c'est sûr qu'on te dit, tu te dis, bof, je suis pas certain vraiment que j'ai envie d'embrasser l'histoire du Canada si c'est que oppression. Tu sais. Mais si on regarde juste vraiment dans l'exemple type du Québec, nos sondages, ils sondent jamais immigrés, pas immigrés. C'est toujours francophone, non francophone. Fait Ouais. que ceux qui vont s'intégrer à la majorité francophone, typiquement, tendent à voter davantage comme la majorité francophone. Et l'autre, puis d'ailleurs, on voit que le Parti libéral, depuis 2018, a chuté extrêmement, même chez les non-francophones. Parce que ça, c'est une donnée qu'il faut lui reconnaître. Éric Duhaime, le Parti conservateur, sont deuxième chez les non-francophones. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire qu'ils ont été capables d'incarner quelque chose à ce niveau-là où beaucoup de gens qui non francophones, qui ne se reconnaissaient pas dans le Parti libéral du Québec, ils ont maintenant trouvé une option. Puis, typiquement, on regarde, par exemple, le Parti conservateur du Canada a des assises dans les communautés Importante. migrantes, Ouais. notamment. Oui, oui, oui. Fait que c'est toujours un peu plus compliqué. C'est sûr qu'au Québec, bon, la question du nationalisme, puis notamment la question de l'indépendantisme, crée peut-être des frictions chez certains, mais globalement, il y a une corrélation directe entre le niveau d'intégration puis le niveau de voter comme les natifs. Tu sais, ça arrive partout, en fait. Vous avez parlé du Parti conservateur du Québec. Euh, En fait, vous dites encore une fois une citation de Sans la nation, la mémoire et la tradition, la droite ne peut espérer incarner le parti de l'enracinement. Elle sera au mieux une gauche déboussolée, un mouvement contre-culturel qui poursuivra la décadence, la polarisation et le chaos plutôt que les enrayer. Et donc là, et puis je me rappelle de ce chapitre-là dans votre livre Le Retour des Bleus, lorsque vous dites que le Parti conservateur du Québec est le parti le moins conservateur sur l'échiquier, Le plus mal nommé, le j'ai plus dit. mal nommé exactement Pas le sur moins conservateur, là, il y a l'échiquier. Québec solidaire quand même, là, je veux pas charrier. Mais qui incarne finalement on va dire la droite, ou pas la droite, mais le conservatisme au Québec? C'est plus ça la question. Si c'est pas le Parti conservateur, puis pourquoi ce serait pas le Parti conservateur qui l'incarnerait malgré son nom? Ben, je vais répondre sans dire qu'il l'incarne, parce que moi, écoutez, je suis un observateur non partisan maintenant. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe en ce moment. Puis ça, tu vois, on aurait fait le podcast il y a 1 an quand j'ai publié Le Retour des Bleus. Je l'aurais pas dit comme ça, mais j'ai l'impression que justement,
il existe un camp bleu large qui est en train de se former aujourd'hui au Québec. C'est juste, je sais pas si vous avez vu la chronique de Mario Dumont la semaine passée sur le changement de cap du Parti québécois en matière de politique économique, comme quoi il abandonnait un peu l'interventionnisme qu'on connaissait au PQ depuis au moins l'époque de Bernard Landry, pour dire maintenant, OK, peut-être ça serait mieux d'arrêter les subventions aux entreprises pour davantage miser sur une fiscalité plus compétitive. Puis, tu sais, moi, honnêtement, je pense que le conservatisme aujourd'hui, ça se fait au moins autour de deux pôles. C'est sûr qu'il y a un aspect qui est économique, qui est en fait Mhm. plus du libéralisme classique. Là. C'est pour ça que moi, j'aime pas ça utiliser le mot conservateur pour ça, parce que c'est pas exact. Je pense qu'il peut y avoir des gens qui sont conservateurs au sens vrai, au sens de l'enracinement, dans une culture, dans une tradition, dans une certaine vision de la famille, qui peuvent être pro-État-providence. Fait que le conservatisme de gauche, en quelque sens, existe. Et à l'inverse, quelqu'un peut ne pas vouloir payer de taxes, mais être super pro-immigration, être très critique de la nation, de la culture, etc., puis être de fait assez progressiste sur les questions sociétales. Fait que c'est pour ça que moi, je faisais la distinction. Je crois qu'il peut y exister des progressistes de gauche comme il peut y exister des progressistes de droite. Des, attends, pardon, des conservateurs de gauche comme il peut y exister des progressistes de droite, pardon. Fait que c'est sûr que c'est comme une espèce d'axe à deux trucs là. Mais c'est sûr que moi, un mouvement que je vois depuis longtemps, que je décrivais dans le schisme identitaire, mais aussi dans le retour des Bleus, c'est de dire que alors que pendant très longtemps, le nationalisme québécois, qui est certainement notre forme de conservatisme culturel au Québec, se situait à gauche à partir des années 70 au moins avec le Parti québécois, qui était très collé sur les centrales syndicales, sur l'État-providence, etc. On voit depuis au moins le début des années 2000, avec la crise des commandements raisonnables, le renouveau du débat justement sur la place de la culture au Québec, que c'est davantage des électeurs qui tendent vers le centre ou le centre-droit qui sont nationalistes aujourd'hui. Bon, je ne sais pas si c'est qui a commencé, entre guillemets, parce que certainement que la gauche qui était plus hospitalière hier à une forme de nationalisme, aujourd'hui est devenue, sans dire allergique, plus intolérante à ce genre de manifestation d'appartenance. Donc, je ne sais pas exactement d'où c'est venu, mais certainement qu'aujourd'hui, moi, je suis sûr qu'on fera un sondage sur les préférences économiques, entre guillemets, des nationalistes, elle serait peut-être plus à droite que celle des multiculturalistes au Québec d'aujourd'hui. Fait que je pense que c'est une donnée avec laquelle, ben, en fait, le réalignement qu'on voit en ce moment, hein, le gouvernement de la CAQ qui a fait un discours d'ouverture qui voulait et qui veut clairement retourner à droite à ces positions qu'ils avaient notamment dans l'opposition, c'est-à-dire on va être très critique des syndicats, on va vouloir couper dans l'administration publique, on va aussi réaffirmer la question de l'identité québécoise. Le Parti québécois, qui évidemment a toujours été fort sur l'identité, qui dit OK, ben peut-être qu'on va ajuster un peu notre position économique. Le Parti conservateur du Québec, qui est évidemment à droite sur la question de l'économie, qui devrait peut-être en faire un peu plus sur la question de l'identité. Mais tout ça pour dire qu'on a comme un bloc majoritaire au Québec en ce moment qui voit ça, le nationalisme de centre-droit, clairement que c'est un peu vers là qu'on converge et qu'on a l'impression qu'on est capable d'aller chercher le plus d'électeurs. Fait que c'est dire qu'il y a un peu cette espèce de bloc bleu là aujourd'hui. C'est difficile de dire qui l'incarne parfaitement parce que je pense que les trois partis en ce moment cherchent à parler à ça. Puis d'une certaine manière, bon, Québec solidaire, on sait, eux, c'est l'inverse. Là, je veux dire, se définissent en opposition à tout ça. Le Parti libéral, bon, d'autant plus qu'il semble un peu plus proche de son cousin fédéral qu'il l'a été par le passé. Euh, on voit qu'il y a aussi ce déplacement-là vers une forme de progressisme, multiculturalisme, etc. Alors, je pense qu'il y a certainement un bloc plus conservateur aujourd'hui, autant sur le plan économique qu'identitaire, auquel il y a trois partis qui essaient de parler. On a vu au courant des dernières années là, plusieurs statuts se faire déboulonner. On parle de tradition, on parle de mœurs qui sont Ouais. importantes dans nos sociétés. Puis on a vu une inaction des forces de l'ordre par rapport à ça. Il y avait des foules là, endiablées qui arrachaient les statuts, les polices qui étaient à côté qui regardaient ça, alors que c'est clairement un acte de vandalisme, là, on s'entend. Puis l'apathie des politiciens aussi, parce que ces statuts-là ont jamais été remis en place. Donc ça dit quoi sur notre société, ça? Ben ça, je pense que c'est un bel exemple justement de l'affaiblissement des normes, puis de l'affaiblissement de cette base de civilité qu'on devrait avoir. T'sais. Puis on pourrait parler aussi des soi-disant manifs pro-palestiniennes qui virent souvent à l'antisémitisme aussi. Là. Puis moi, je me désole un peu qu'on tolère ça. Puis c'est vrai qu'il y a un point où la question qu'on devrait se poser, alors notamment qu'on veut interdire les prières de rue, entre guillemets, c'est est-ce que c'est pas déjà illégal de faire ça? T'sais? Puis à ce moment-là, pourquoi est-ce que les policiers se sentent pas autorisés d'y aller? Puis ça, je pense que C'est justement, politique. ben exactement, c'est politique. C'est certainement politique. Puis à partir du moment où on n'a plus l'impression qu'on a la légitimité
de sévir contre ces comportements-là, qui sont un exemple type de comportements antisociaux, à mon sens, ben, ça en dit long vraiment sur le point culturel où on est rendu. Tu sais, parce que oui, évidemment, il y a la question de législation, il y a la question du politique au sens fort, mais il y a aussi la question de, tu sais, culturellement, qu'est-ce qu'on tolère, qu'est-ce qu'on considère qui est acceptable alors que ça ne l'aurait pas été hier. Tu sais. Puis si on revient, disons que ça va être ma dernière question sur l'immigration, dans le processus d'anti-civilisation, tu sais, on a eu au courant des dernières années de forts taux d'immigration qui ont, disons que ça a quand même chamboulé un peu nos sociétés. Quel est le rôle de cette immigration qui, on pourrait argumenter, dépasse le seuil d'intégration, par exemple, du Québec? Quel rôle ça a à jouer justement dans ce processus d'anti-civilisation? Ben, je pense que ça nous confronte certainement, au moins par rapport à nous-mêmes, parce que euh, quand on n'accepte plus de mettre de l'avant des normes qui fédèrent, ben, on peut pas s'attendre non plus à ce que les gens y adhèrent spontanément. Puis la question que ça pose justement, c'est comment est-ce qu'on est capable de mettre de l'avant une norme à laquelle la plupart des gens peuvent se reconnaître, même quand ils sont pas nés ici, mais qui est pas non plus contraire à une certaine forme de tradition linguistique, culturelle qui est propre au Québec, puis qu'on doit pas abandonner. Tu sais. Moi, je pense que c'est possible parce que le nationalisme québécois s'est jamais défini, en tout cas de manière contemporaine, sur le mode ethnoculturel en mettant de l'avant des choses qui ne seraient pas accessibles pour des gens qui sont pas nés ici. Moi, je pense que d'ailleurs, ceux qui font leur pain et leur beurre à traiter les nationalistes d'intolérants devraient faire très attention parce que le jour où ils vont en voir qui vont être intolérants pour vrai, qui vont dire, plutôt que de dire, nous, on veut inciter à l'intégration, parfois parfois en obligeant, par exemple, d'aller à l'école en français, Mhm. qui était quand même l'idée de la loi 101. Je veux dire, c'est pas une politique qui est libérale. Je veux dire, c'est une politique qui met de l'avant le bien commun. Et ça, c'en est un exemple Oui, oui, type. oui, Tu sais, je je sais, pense que ça je serait l'avais accepté au en Québec. tête, je l'avais en tête, oui. Ben non, mais évidemment, c'est un peu l'éléphant dans la pièce, mais il y a ça. Puis, à partir du moment où il y en a, puis j'espère que ça arrivera pas, mais à partir du moment où il y en a qui vont dire, OK, c'est correct, vous nous avez dit que l'intégration, c'est pas possible, qu'on n'a pas le droit d'exiger des choses de ceux qui veulent se joindre à nous, ben à ce moment-là, c'est là qu'on va ouvrir vraiment la porte à de l'intolérance, parce que si on n'est plus capable de concevoir qu'au-delà de ce qui nous sépare, on peut avoir une culture qui nous unit, ben là, on se magasine pour des vrais affrontements, puis j'espère que je verrai pas ça au Québec, j'espère qu'on verra pas ça personne. Puis c'est ça qui est dangereux. Et c'est là que je dis qu'il faut faire attention quand on pense qu'on peut se passer de ces normes culturelles qui font du lien entre les citoyens. Parce que si on n'est plus capable de se comprendre, si on n'est plus capable de se reconnaître dans les uns les autres en disant, OK, on appartient à la même nation, on appartient au même groupe culturel, même si on n'est pas né au même endroit, par exemple, bien là, c'est là qu'il y a des vrais antagonistes qui vont se former. Puis, c'est un peu un paradoxe que je pense que beaucoup de gens oublient aujourd'hui, sans doute par bonnes intentions, parce qu'il n'y a personne qui aime ça dire, hey, il y a quelque chose auquel il faudrait que tu t'intègres, tu sais. Mais parce que, bon, on veut pas être méchant, etc. Bon, toutes sortes d'a priori qui sont peut-être mal placés, mais de dire, de savoir qu'on s'identifie tous à la même norme, c'est aussi ça qui permet d'accepter la marginalité. Tu sais, de dire, euh, si on est différent sur certaines choses, mais on est tous des Québécois, ben, ça fait en sorte que tu te dis, OK, bon, ben, ce qui nous ressemble est plus important que ce qui nous sépare. Tu sais. Puis si on veut vraiment mettre une croix là-dessus, si on pense qu'on n'a plus besoin de ces principes-là qui nous rassemblent, ben, je pense qu'on ferait une grosse erreur puis qu'on va se magasiner des conflits, qu'on va se magasiner justement une forme de choc des subjectivités puis des authenticités qu'on voit déjà d'une certaine manière. Je pense que justement, quand on parle de polarisation politique, quand on parle de politique identitaire, je pense qu'on arrive à un moment culturel où les gens sont un petit peu tannés, dans le sens que depuis 10-15 ans, on a vécu certainement une période plus conflictuelle que d'habitude en Occident, je crois. Et le défi, c'est pour ça que je dis que je défends un conservatisme du bien commun à la fin, le défi, c'est de voir, OK, c'est quoi, en bon anglais, c'est quoi l'endgame là-dedans? T'sais, comment est-ce qu'on peut concevoir aussi un projet positif où on est capable de rassembler les citoyens derrière justement un socle qui puisse nous fédérer pour sortir d'une dynamique d'affrontement permanent. C'est pas de dire qu'il n'y a pas de conflit dans la politique, mais je pense qu'il y a un niveau de conflit qui est atteint en ce moment, qui est peut-être pas sain, puis dont la plupart des gens commencent à être tannés. Oui, parce que c'est pas juste au Québec, comme vous le dites. Je veux dire, vous Non, couvrez non. anti-civilisation, vous parlez de la civilisation occidentale, on le voit en Angleterre, on le voit en France. Il y a beaucoup de tensions qui sont d'ailleurs liées beaucoup à cette immigration. Il y a eu des manifestations monstres il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, Étienne Alexandre Beauregard, ce fut un plaisir de vous recevoir. Merci de m'avoir accordé de votre temps. J'invite bien sûr tous les auditeurs à se procurer le livre, à en faire la lecture. Très intéressant. Et je suis certain qu'au courant des prochaines années, vous allez nous livrer encore
d'autres livres intellectuels aussi intéressants que celui-là. Donc, merci Espérons-le. encore une fois. Puis, où on peut vous rejoindre là, pour ceux qui s'intéressent à vos œuvres, à ce que vous avez Ah, à ben, dire? écoute, le livre, on peut l'acheter dans toutes les bonnes librairies. C'est naturellement le plus important. Mais vous pouvez me suivre sur Twitter à Beauregard. Là, c'est là où je ventile la plupart de mes opinions. Puis je partage en général ce que je fais dans le moment. Là.